Comment développer l'enseignement de l'IA en Afrique? C'est le sujet qui nous rassemble ce matin dans cette belle salle de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi-Zogbadje. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine préféré, L'Invité. Alors, ce matin, nous serons avec les sachants, les spécialistes des questions d'intelligence artificielle pour nous orienter, pour nous donner des idées par rapport à comment faire pour que l'enseignement de l'IA en Afrique prenne comme cela se doit. Ce matin, je ne serai pas seule, je serai avec une charmante dame. Elle est juriste de formation, alumni EIA 2022, mais elle est également passionnée par l'art oratoire. Aidez-moi à recevoir, comme elle mérite, Mademoiselle Vania Dossou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Vania. Le micro. Alors, merci d'avoir accepté de m'accompagner pour cette animation. Merci beaucoup à vous également. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous ce matin pour co-animer ce panel de discussion sur un thème aussi passionnant qu'important qu'est le développement de l'enseignement de l'IA en Afrique. Je suis honorée de partager cette scène avec des experts qui s'y connaissent et surtout de voir autant de visages motivés et curieux dans la salle. Installez-vous bien, nous sommes partis pour un très bon moment de partage. Merci. Merci Vania, installez-vous confortablement et sans plus tarder, avec cette même chaleur, nous allons recevoir ici notre premier panéliste. Il est économiste à la base, data scientist, data analyst chez Aubert et Duval. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Dalil Bello. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Dalil, bonjour. Bonjour Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Alors, un mot à l'endroit de notre charmant public. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Dalil Bello. Je suis là pour animer avec deux autres collègues ce débat. Et voilà. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Merci beaucoup. Pour poursuivre la discussion, nous allons recevoir ici un ingénieur qui est à Centrale Supélec et de l'ETH Zurich, qui est spécialisé en ingénierie quantique, Monsieur Loris Kroos, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Loris. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et je suis très content d'être là avec vous deux et avec le public. Merci Loris, tout le plaisir est pour nous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ne soyons pas fatigués. Alors, c'est vrai que nous disons souvent que derrière un grand homme se cache une grande dame, mais là, derrière un grand homme se cache encore un grand homme. Et celui que nous allons recevoir maintenant, il est consultant en autonomisation et IA à no-code et low-code. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Saïd Hamzil. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Saïd. Alors, bienvenue à vous. Merci. Le micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis très honoré par cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, un mot à l'endroit du public. Vous allez aimer ce qui va arriver. Vous allez aimer. Merci à vous. Alors, on va s'installer, Vania.
À nouveau, bonjour, chers panélistes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un exercice. Nous allons aller vers le public et leur poser une question, sur l'intelligence artificielle. Qui voudrait essayer ici? Pour moi, l'intelligence artificielle, je dirais que c'est un moteur intelligent qui permet de faire des recherches. Je dirais plus loin, c'est un moteur qui remplace actuellement l'homme. Entre griffes, c'est un robot qui, une fois, lorsqu'on le questionne sur une thématique, il donne des réponses qui permet même, qui va même des fois au-delà des réflexions que l'homme peut avoir. Tu peux m'arrêter là. Merci, il a essayé. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Deuxième volontaire. Un peu comme le monsieur l'a déjà dit, c'est comme un robot. Et quand tu poses une question, c'est un peu comme si il savait déjà ce que tu veux demander. Donc la réponse est automatique et claire. Donc c'est un peu ça. Merci à vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour la dame, s'il vous plaît? Alors, on revient à notre plateau. Alors, chers invités, nous avons fait un tour. Voilà ce que le public pense de l'intelligence artificielle. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire un tour de table. Monsieur Bello commence. On va opiner sur leur avis. Merci beaucoup pour les réponses qu'on a eues. Ce sont des réponses intéressantes. Elles ne sont pas totalement vraies, mais elles sont intéressantes et s'approchent de l'idée de ce que c'est que l'IA effectivement. Merci pour les répondants. Merci. Alors, Monsieur Saïd. Écoutez, merci pour les réponses, effectivement. Après, ce n'était pas une question facile, parce que l'intelligence artificielle, ça englobe énormément de domaines différents. Et donc, il y avait des petites choses sur lesquelles je pense qu'on va revenir. Mais oui, c'était intéressant comme réponse, en tout cas pour la suite du débat. Merci. Pour la suite du débat, nous verrons. Monsieur Loris. Oui, encore une fois, merci pour ces propositions de définition qui, comme vient de le dire Saïd, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit au premier abord. Et on verra dans la suite que finalement, l'image que vous avez donnée et l'image en général, je pense, qu'on a de l'intelligence artificielle est fausse ou alors très biaisée ou limitée finalement à juste une petite portion de ce qui est réellement l'intelligence artificielle. Merci à vous. Et donc, je laisse la parole à Vania pour la toute première question. Merci beaucoup, Madame Larissa. Alors, tout à l'heure, nous avons entendu nos amis nous dire que l'intelligence artificielle vient remplacer l'homme. Ils ont même parlé de robots. Déjà, je m'en vais demander à Monsieur Loris s'il pourrait nous aider à définir concrètement l'intelligence artificielle. Merci. Oui, alors pour la définir, donc il y a eu des idées qui ont été proposées. On parle de robots, d'éléments qui sont dans des termes qui finalement sortent un peu de l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle, il faut commencer par rappeler que c'est avant tout plutôt des programmes informatiques et qui vont avoir comme visée de reproduire certaines fonctionnalités du cerveau. Mais là encore, on a parlé aussi de discussion, c'est aussi assez limité parce que souvent, en fait, ces programmes vont être adaptés à une seule tâche. On ne reproduit pas finalement tout le cerveau, mais uniquement un élément. Ça peut être finalement choisir une optimisation, ça peut être détecter quelque chose. Ça, ce sont des éléments où on utilise l'intelligence artificielle en général. Et du coup, quand on définit l'intelligence artificielle, il y a plusieurs classes dedans. Donc, l'IA en général. Il y a à l'intérieur ce qu'on appelle le machine learning, composé de plein de programmes justement qui vont s'adapter à une tâche particulière. Et dedans, il y a du coup ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et dedans, dans ces-là, il y a encore des sous-classes et des sous-classes. Et dans une de ces sous-classes, il y a justement les programmes de langage comme ChatGPT, tous ces éléments où on va avoir une discussion. Et ceux-là vont finalement calculer une réponse à nous donner. Mais ça, il faut bien accentuer le fait que ce n'est qu'une sous-classe de ce qu'est l'IA
et de les applications qu'on a dans la vie courante. Merci beaucoup, Loris. Monsieur Dalil, est-ce que vous pourriez nous rappeler l'origine de l'intelligence artificielle, d'où tout est parti? Ok. L'origine de l'intelligence artificielle ou l'IA remonte à il y a beaucoup plus longtemps qu'on ne penserait. Ça remonte aux années 1950. Le thème il a été officiellement introduit en 1956 par des pionniers tels que John McCarthy et Marvin Minsky qui ont travaillé à travers un atelier sur un sujet. C'était comment on reproduit les mécanismes de l'intelligence humaine à partir de machines. Donc c'est suite à cet atelier qu'en 1956, on s'est mis à parler pour la première fois de l'IA. Mais en réalité, l'origine théorique remonte encore un peu plus longtemps, parce qu'il y a eu déjà Alan Turing qui avait travaillé sur le sujet, qui avait posé une question très célèbre en 1940. Les machines peuvent-elles penser? Donc c'est un sujet qui date déjà très longtemps déjà. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une machine en marche. Est-ce qu'on peut vivre sans? On ne sait pas. De toute façon, Saïd, dites-nous, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est créée pour corriger quelque chose, c'est-à-dire une défaillance au niveau de la réalisation des tâches humainement? Alors en fait, c'est une très bonne question déjà. Et je pense pas que l'intelligence artificielle vient régler je pense pas qu'il y ait de défaillance humaine dans la réalisation des tâches, parce que depuis la nuit des temps, l'homme a réussi à accomplir des choses incroyables sur la mer, dans les airs, des grandes constructions, etc. Donc il n'y a pas de problématique en termes de réalisation de tâches. Je pense qu'il y a plutôt qu'un problème exécutif, il y a un problème existentiel. Et c'est important d'en parler aussi ici, à l'ère de l'IA, parce que c'est aussi ce qui va définir la façon dont on va utiliser l'IA. Bien sûr, l'IA aujourd'hui permet d'aller plus loin, permet d'aller plus vite. Moi, dans mon métier, donc, j'accompagne des entreprises, je les aide à automatiser des processus métiers. Donc, effectivement, ça va plus vite, mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'humain doit être aussi pris en considération, dans le sens où si on fait que automatiser, eh ben, il peut y avoir des choses qu'on n'aurait pas forcément identifiées à la base. Donc en gros, pour faire simple, je pense pas que ça réponde à une déficience exécutive, mais plutôt existentielle, et c'est important de s'en rappeler, parce que le pourquoi on met en place l'IA, pourquoi on automatise, c'est une question qui doit revenir très souvent. Merci beaucoup, Saïd. Alors, nous parlons d'intelligence artificielle, quelque chose dont nous, en Afrique précisément, ne sommes pas très habitués. Alors, on se demande si nous voulons arriver à pouvoir utiliser cette intelligence artificielle de telle manière à ce que nous puissions, de telle manière à ce que ce soit très utile pour nous, il faudrait bien qu'on parle également d'enseignement de cette intelligence artificielle. Sur ce, je voudrais bien demander à Dalil de nous dire s'il existe des écoles, des institutions ou des facultés qui œuvrent aujourd'hui en Afrique et plus précisément au Bénin pour l'enseignement de l'intelligence artificielle. Okay, merci beaucoup pour ta réponse, pour ta question, pardon, Vania. Oui, effectivement, il existe depuis quelques années des institutions, des écoles qui essayent tant peuvent d'œuvrer pour une culture IA en Afrique et aussi au Bénin. Je reviendrai au Bénin. L'acteur majeur actuellement au Bénin, c'est l'association Bénin Excellence, à travers son école d'été qu'elle organise depuis maintenant 5 ans et qui a impacté plus de 800 jeunes sur les prémices de l'IA, sur la donnée et sur comment est-ce que, en réalité, les modèles d'IA sont conçus. Donc, ils font des projets et ils découvrent un peu le mystère ou le mythe caché derrière l'IA. Ensuite, il y a également toujours l'association Bénin Excellence qui, à travers le projet APIAS, forme sur toute l'étendue du territoire des jeunes, avec un impact de plus de 1000 jeunes formés aux bases quand même dans les écoles de l'IA, et également des professeurs des sciences techniques comme la physique et la mathématique qui sont également initiés. Et aussi, je ne vais pas manquer de parler des autres institutions, des autres écoles, comme Semen City, comme également Epitech, qui viennent renforcer cette culture data IA au Bénin. Ça porte aussi un peu plus en Afrique. Merci. On ne peut effectivement pas oublier les autres institutions. Merci. Alors,
Loris, est-ce qu'on peut se sentir satisfait aujourd'hui de l'avancée de l'IA au Bénin au regard de ce que vous voyez depuis que vous êtes là? Alors, il faut savoir qu'au Bénin, il y a déjà au niveau national, il y a déjà des stratégies qui ont été développées, avec une stratégie du coup très ambitieuse sur l'IA et les mégadonnées. Et ça, c'est déjà une preuve qu'on a un pays qui s'intéresse beaucoup à ces domaines et qui en a fait un de ses fers de lance. Donc, c'est là ensuite, il va falloir voir cette stratégie a été lancée uniquement en 2023, donc il est encore un peu tôt pour vraiment voir si les jalons ont été obtenus et quels sont les premiers fruits, mais il serait bien d'avoir d'ici la fin de l'année, 2 ans après, voir qu'est-ce qui a déjà été obtenu. Ensuite, on peut déjà voir aussi qu'il y a, comme vient de le voir Dalil, il y a des formations qui sont quand même de très haut niveau qui sont développées avec l'IA, mais aussi au sein des universités. Ici, par exemple, à Calavi, dans l'université, il y a des formations dédiées au data et à l'IA. Il y a aussi un début de développement de nombreuses startups aussi au Bénin ou en Afrique qui utilisent l'IA. Ici, par exemple, il y a Adibola Tech qui justement utilise l'IA pour faire de l'aide pour les médecins en radiologie. Ensuite, bien sûr, ces progrès, il faut continuer à les pousser, continuer à investir dedans, car c'est à long terme qu'il y aura réellement des gains qui seront obtenus et qu'on pourra vraiment voir les gains totaux. Mais les premières graines ont déjà été semées. C'est à long terme qu'on pourra réellement percevoir. Merci à vous, Loris. Alors, M. Saïd, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une bonne réception de l'IA en Afrique, parlant surtout des programmes transmis, et les notions et enseigner l'enseignement? Est-ce que vous pensez que les gens ont bien reçu cela? Oui, alors je pense qu'il y a un très très bon enseignement qui est transmis, avec quelque chose qui est important et qu'on omet parfois, dont on parle peu, c'est une pédagogie, et une vraie pédagogie qui s'améliore, j'ai l'impression, d'année en année. Et pour moi, en fait, le plus important aussi, c'est en face d'une formation avec une bonne pédagogie, il faut des apprenants qui ont soif d'apprendre. Et moi, ce que j'ai vu ici, lors de mon passage, c'est qu'il y a vraiment des gens qui veulent développer leurs compétences au niveau de l'intelligence artificielle et même tous les domaines qu'elle englobe. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est les projets avec lesquels les gens viennent. C'est des projets d'utilité publique, des projets d'envergure. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait penser que le meilleur est à venir. Il faut continuer à enseigner l'IA. Pour ce que vous avez eu à voir avec les élèves de l'école d'été sur l'intelligence artificielle, les Béninois sont quand même très intéressés sur ce domaine. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour améliorer le développement de l'enseignement de l'intelligence artificielle au Bénin? Vraiment, pour améliorer l'enseignement, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier, donc il y a déjà le gouvernement, je pense, qui fait des choses. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des startups qui sont créées. Je pense que c'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont aider à améliorer. Moi, étant donné que j'ai une expérience du digital marketing et de l'enseignement en ligne, je pense aujourd'hui que, étant donné que tout le monde, ou presque tout le monde, a une connexion Internet, il est important de sensibiliser un maximum en créant des communautés en ligne, des forums. Je sais que ça a été beaucoup demandé, ça, dans les conférences qu'on a eues et même les interactions, des conférences, des forums d'entraide et éventuellement, bien évidemment, des cours en ligne. Alors, Monsieur Dalil. Oui, Madame Larissa. Vous êtes béninois? Oui, je le suis. Africain? Oui. Bon, je le constate quand même. Le poids de la culture. Les pensées liées aux réalités africaines. Est-ce que vous ne pensez pas que cela freine un peu l'avancée de l'IA en Afrique, tout de même s'il y a une certaine volonté? La question, elle est très intéressante, mais la réponse, elle est moins évidente. Je ne sais pas si je ne risque pas de frustrer certaines personnes. Je dirais que dans l'ensemble, ça va. Le poids de la mentalité, ça va. Ça s'améliore au fil des années. Petite anecdote, l'année passée,
j'étais à la radio pour une émission concernant l'IA également et on a reçu des questions qui montraient réellement un niveau de mysticité, je dirais. Beaucoup prennent l'IA pour quelque chose de mystérieux, alors qu'en réalité, derrière, il n'y a rien. C'est que de la mathématique, c'est que des vecteurs. Parce que beaucoup ont peur également pour leur profession, les métiers qu'ils exercent. Et parfois, même quand on échange avec les personnes, elles sont très réticentes. Même si elles ont des portables Android, elles utilisent les plateformes, elles utilisent quand même l'IA, mais en même temps, ces personnes se demandent si l'IA ne va pas finir par leur arracher leur boulot. Je ne pense pas. C'est pas évident. En tout cas, pas de sitôt. Le plus important, c'est pour le niveau où on est au Bénin, c'est d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Merci à vous. Alors, Loris, puisque l'IA est un vol que nous devons tous rejoindre aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, même dans les villages, les coins les plus reculés, qui puisse quand même s'en passer à 100%. Comment faire aujourd'hui pour avoir des solutions afin que nous ne soyons pas des analphabètes de notre temps? Parce que celui qui s'écarte de l'IA aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est d'une certaine façon analphabète de son temps. Quelle solution vous pouvez proposer pour que ces personnes quand même rejoignent le grand groupe? Oui, alors sur cette question, alors déjà il y a la question de utiliser l'IA et le développer soi-même. On peut finalement utiliser l'IA et tout le monde ici l'utilise sans spécialement comprendre tout ce qu'il y a derrière. Ça, c'est complètement possible. Mais c'est vrai que avoir finalement les bases de programmation, de connaissances et finalement vont permettre de comprendre les limites et vont permettre d'avoir une utilisation un peu plus maîtrisée de ces outils-là. Du coup, pour le développer, il faut, je pense en tout cas personnellement que ça va passer principalement par l'éducation et par le développement du numérique partout, justement dans tous les villages, même dans les endroits les plus reculés. Il faut que les personnes puissent avoir accès à de l'internet de haut niveau, de pouvoir justement suivre par exemple des cours en ligne, faire tout ça, ça doit être accessible et tout le monde doit pouvoir utiliser des ordinateurs. Merci Loris. Il y a Saïd qui voudrait intervenir par rapport à la question, pourquoi pas. Oui, en fait, c'était vraiment par rapport à ChatGPT parce que tout à l'heure dans les définitions, il y avait beaucoup de je demande à l'IA c'est plus que moi, donc non, l'IA c'est ce qu'on lui a donné, c'est l'être humain qui lui a donné toutes ces informations-là, et surtout il y a des compétences. Alors on a beaucoup parlé de mathématiques. Il y a une compétence aussi qui est extrêmement importante quand on utilise ChatGPT, c'est le prompt engineering. Même si ça a l'air comme ça d'une compétence qui est un peu bas de gamme par rapport à... Moi, je ne connais rien de tout ça. C'est vrai. Non, parce que c'est important de savoir comment tirer le meilleur de ChatGPT et surtout garder son esprit critique, parce qu'effectivement, ce qui va en sortir, c'est pas une vérité sûre. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ça parce que c'est important que les gens fassent quand même la distinction. Merci. Alors, Dalil, par rapport à la question. Je ne sais pas si j'ai à renchérir. Franchement, ils ont dit ce qu'il y a à dire. C'est principalement ça. Il faut avoir un usage raisonné de l'IA et se dire que c'est quelque chose qui est basé sur des fondamentaux. Et quelque part, il y a forcément de la chance pour du biais. Derrière, c'est des modèles qui sont entraînés. Et dans ces modèles, il n'y a pas une fiabilité sûre. Et il a parlé de prompt engineering. C'est très important, la manière dont vous vous adressez à l'IA. L'IA n'est pas un conseiller matrimonial, l'IA n'est pas un conseiller, je ne sais pas. L'IA, il est normalement là pour vous aider à répondre à des tâches précises. Donc, il ne faut pas non plus être trop emballé par cet outil et être très raisonné dans son utilisation. Parce que derrière, ce que vous lui dites est réutilisé pour l'entraîner encore plus. Donc, il faut aussi avoir surtout un usage raisonné et modéré de l'IA. Oui, merci beaucoup, Dalil. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y en a même qui se disent qu'ils sont en couple avec ChatGPT. Hein. Ah oui, qui demandent des conseils dans leur relation amoureuse et qui disent même ChatGPT qui les réconforte, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que cela est mauvais en soi? Monsieur Dalil. Oui, moi, personnellement, c'est mon avis subjectif. Hein. Je pense que c'est mauvais.
Je pense que c'est mauvais de se... Oui, non, pas même pour la personne. Ça crée des problèmes psychologiques sans que les personnes ne s'en rendent compte. Parce que l'IA n'est pas une personne. L'IA n'est pas une personne. D'accord. Merci à vous. Merci, chers panélistes. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la toute première partie et nous vous disons merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? On peut ovationner pour nos panélistes. Ils ont su bien répondre à toutes nos questions. Et là, c'est la fin de la toute première partie. Vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et l'intelligence artificielle n'est pas écartée. Nous avons quelques ouvrages d'intelligence artificielle. Et donc, si la technique est prête, nous allons faire un tour vers la table pour faire un choix de livre. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est... Et pendant que nos panélistes se préparent pour l'exercice, on revient à eux dans 5 minutes. Nous allons recevoir ici M. Camille Padonon, chargé pour la bibliothèque, donc le responsable de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi-Zobadje. Sous vos ovations, s'il vous plaît, Monsieur Camille Padonon. Je voudrais profiter pour revenir sur l'EIA Junior qui démarre, je pense, samedi, il y a la conférence. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un peu au public, s'il vous plaît? D'accord. Je vous remercie beaucoup, Madame Larissa. L'EIA, ce n'est pas que pour les seniors. Il y a également une catégorie junior. Et Calavi a le privilège d'abriter cette catégorie-là. Et en prélude à cette formation, pour les juniors, nous avons le samedi prochain une conférence inaugurale qui va se tenir dans cette salle à partir de 15h. Et cette conférence aura pour objectif de faire un premier regroupement avec les apprenants sélectionnés, avec les parents, histoire de les briefer un peu sur comment ça va se passer lors de la période. Et le lundi, déjà à 15h ici, la formation va commencer proprement avec les enfants. Ils seront initiés sur des projets qui ont été déjà élaborés par les formateurs. Les enfants seront amenés à concevoir des jeux. Alors, la conférence, est-ce que tout le monde est invité, la conférence du samedi? Tout le monde est invité. Il n'y a pas que les parents qui sont sélectionnés, ou bien les enfants, les parents dont les enfants sont sélectionnés ne seront pas là. Ce n'est pas seulement eux qui sont invités. Tout le monde est convié à cette conférence. Merci beaucoup, CPB. Est-ce qu'on peut le raccompagner sous des applaudissements? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Retour sur notre plateau, chers panélistes. Est-ce que vous avez parcouru les ouvrages? On commence par qui est le plus courageux pour commencer l'exercice? Ah, ils sont tous courageux. Hein, bon, d'accord. Pas à gauche et toi? Pas à la gauche. Donc je peux commencer si vous voulez. D'accord, Saïd. Alors moi j'avoue j'ai choisi la facilité, ChatGPT. On va montrer à la caméra. ChatGPT pour les nuls. J'aurais bien aimé avoir découvert ce livre avant de m'être plongé et de passer des nuits blanches sur ChatGPT. Non, j'ai choisi ce livre parce que c'est important. ChatGPT, c'est un outil grand public et c'est peut-être pour les gens une façon d'interagir avec l'IA de la façon la plus simple. Et je pense que dans ce livre, et c'est ce que j'ai parcouru, il y a énormément de choses qui permettraient aux gens de mieux communiquer avec ChatGPT et d'obtenir donc le meilleur. Et ça c'est important aussi parce que, et ça parle de prompt engineering, parce que plus on va être fort dans la façon de demander et d'obtenir des bonnes réponses, et moins on va avoir d'impact et moins ça va avoir d'impact énergétique. Donc on va dépenser moins de tokens. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, quand vous utilisez ChatGPT, eh bien, il y a une dépense énergétique. Si vous lui redemandez les mêmes questions pour affiner, en fait, c'est beaucoup de dépenses énergétiques pour rien. Et dans ce livre que je vous conseille, il y a toute la procédure pour pouvoir en tirer le meilleur. C'est le livre que Saïd nous conseille et Saïd a parfaitement réussi l'exercice. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? C'est aussi simple. Alors, Loris, tu vas essayer? Oui, alors moi,
j'ai voulu faire un peu mon intéressant et parmi tous ces livres techniques, j'en ai choisi un qui ne l'est pas du tout et qui est plutôt un livre du coup de sociologie, ce qui s'appelle du coup le contre-atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford. J'ai trouvé intéressant de le trouver ici parce que contrairement justement à tous les éléments techniques pour former à l'IA, je pense qu'il est bien... Il est bien de se former aussi aux limites de l'IA et aux impacts que l'IA peut avoir sur nos sociétés, que ce soit au niveau consommation d'énergie ou au niveau... Rappeler aussi que tous ces ChatGPT, tous ces modèles-là sont entraînés par des personnes, par des entreprises dont le but est financier, et savoir que finalement quand on envoie des informations, ils les utilisent et les réponses données, on peut se dire, sont générées par l'IA, mais l'IA est entraînée sur des données aussi qui ont été choisies, et comment choisir ces données, comment ont été choisies ces données initialement, a été fait par justement des entreprises qui cherchent à produire du chiffre. Du coup, c'est intéressant de le voir là et de rappeler justement toutes les limites, que ce soit environnementales et sociétales, et de faire attention. Est-ce qu'on peut applaudir pour Loris, s'il vous plaît? Alors, Dalil, oui. Vous avez pris 2 livres. Oui, j'ai fait l'exception apparemment. Je propose 2 livres. Mais bon, le premier, il est ludique, il est facile à lire, je pense. Et le second, il est un peu plus technique. Il va s'adresser à des... Moi ici, je vois l'intelligence artificielle. Pour les nuls. J'adore la collection pour les nuls, parce que je ne sais pas si vous l'aimez aussi, mais c'est une collection que vous devez aimer. Ce livre vient présenter en quelque sorte ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Vient poser les questions éthiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, présente les champs d'application de l'IA aujourd'hui. Montrer à la caméra. Voilà. Oui. Présente les champs d'application de l'IA aujourd'hui dans différents domaines et présente aussi les possibilités futures qu'offre l'IA. Et le second livre, par contre, il est un peu plus technique. Il s'adresse à des personnes qui ont déjà en quelque sorte des bases en programmation ou en traitement de données, je ne sais pas, en statistique. Et là, celui-là, il aborde un peu la programmation web, la programmation au réseau et la programmation système également. Et il vient présenter des techniques de traitement de données. On va ovationner pour Dalil, s'il vous plaît. Alors, Vania, c'est la partie que le public adore, que le public aime. C'est quelle partie déjà? La partie questions-réponses. Voilà. Bonjour à vous. Ici, c'est Koussi Kende Rico. Je suis en formation en histoire et archéologie. Alors, j'ai 2 questions. Vous avez abordé beaucoup plus l'IA dans un domaine statistique et mathématique. Moi, je suis littéraire. Est-ce à dire que l'apprentissage de l'IA est-elle seulement à la portée de ceux qui ont fait la statistique et autres? Et sinon, quelle est la place de la littérature dans les programmations informatiques? Très belle question. Alors, je veux bien répondre en tout cas sur la première phase, parce que ça lie un peu ce que je disais tout à l'heure, qui est sur les formations en effet. Il ne faut pas oublier la partie technique de l'IA, mais en effet, si on traite uniquement de manière technique, ça va faire fuir beaucoup de monde, parce que tout le monde n'aime pas forcément les statistiques, les mathématiques. C'est pour ça que je pense qu'il peut être intéressant d'avoir plutôt des formats ateliers, parce que comme même les personnes non techniques utilisent l'IA, avoir des ateliers où des intervenants vont pouvoir expliquer comment l'utiliser, quelles sont les limites, et quels sont finalement les domaines d'utilité de ces IA. Deuxième intervention. Oui, Madame Migan. Avant ma question, je vais me présenter. Je suis Madame Migan Léonie, je suis professeur certifié de mathématiques à la retraite. Ma question, la première, est que lorsque nous corrigions le bac la fois dernière, nous avons appris, bon bien sûr sur Internet il y a beaucoup de choses qui passent, que dans un pays, je ne sais plus, en Afrique, la correction des feuilles sera faite désormais par un système IA. Là, moi j'ai tiqué
J'ai tiqué, moi j'enseigne les mathématiques et je sais comment nous corrigeons les copies. Bon, les autres matières, je ne peux rien dire, mais ce qui concerne ma matière, c'est que lorsqu'on prend, on dit démontre que, un candidat peut démontrer enfin, plusieurs candidats peuvent emprunter plusieurs manières de démontrer. Alors, comment l'IA peut corriger ça? Je me dis, peut-être qu'on va en arriver au QCM. Si c'est le QCM, l'IA peut le faire. Mais si c'est les sujets tels qu'ils sont conçus, je ne vois pas. En tout cas, vous êtes des spécialistes et vous pouvez m'éclairer. La deuxième question, c'est que les technologies, bon, ça évolue à pas de géant. Alors, c'est salutaire. Mais j'ai un peu peur pour la nouvelle génération, puisque je suis dedans, je forme les élèves, et d'année en année, je vois que il n'y a plus une motivation pour réfléchir. Et ce que je sais, c'est que nous qui sommes les êtres humains, il a été dit que si le cerveau ne fonctionne plus, nous sommes vivants, mais nous sommes morts. Alors, à cette allure, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous êtes là, et merci de nous éclairer. Merci beaucoup, madame, pour votre question très, très intéressante. Franchement, ça soulève beaucoup de points d'inquiétude qu'on se pose aussi. Et c'est très pertinent d'évoquer cela. Déjà, par rapport à la première question concernant le remplacement des professeurs pour la correction de certaines copies, j'ai cru entendre que c'était en médecine, je crois, si je ne me trompe pas, dans le domaine de la médecine, si je ne me trompe pas. Et pour moi, c'est pas évident en mathématiques, comme vous l'avez dit, qu'on puisse confier, en tout cas pas dans notre contexte africain. Je ne pense pas qu'on puisse confier de sitôt une correction d'épreuves de mathématiques à une IA, parce que les possibilités de réponse sont réellement infinies, et il aurait préalablement fallu entraîner l'IA sur l'ensemble des possibilités de réponse à l'ensemble des questions qu'on peut poser dans une épreuve de mathématiques. Par contre, dans des sciences un peu plus, je dirais, la médecine où c'est de la théorie en grosse quantité, on peut peut-être faire absorber à l'IA une grosse quantité de documents de médecine. Et je pense que le standard, la manière dont ils sont évalués est un peu différente que des sciences techniques. Et pour revenir au second point qui est très intéressant également, c'est vrai, tout à l'heure on a parlé d'utilisation modérée et raisonnée de l'IA. Ça vient avec l'intelligence humaine toujours. Le cerveau, c'est un muscle. Et quand on arrête de l'entraîner, effectivement, il ne remplit plus sa fonction. Et aujourd'hui, même moi, dans mon travail, j'utilise parfois l'IA, mais j'ai peur. C'est pourquoi quand je vois même des collègues qui carrément parlent à travers un audio, ça me fait un petit tic. Je préfère avoir jusqu'à aujourd'hui une utilisation avec des prompts, toujours des phrases, et j'utilise la réponse, je change la réponse que ChatGPT me fournit, je restitue à ma manière, pour toujours avoir un certain contrôle. Et ce contrôle, c'est toujours important de l'avoir dans l'utilisation de l'IA. Et il faut réellement prendre conscience de ça. C'est à la jeunesse, il faut le dire et insister dessus. C'est l'essai de réponse que moi j'ai. Je laisserai peut-être mes collègues parce que ça porte à discussion quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre interaction avec ChatGPT, si vous n'avez pas de connaissances particulières et que vous lui posez une question, il va vous répondre des réponses standards. Alors que si vous continuez à développer vos compétences dans divers domaines et que vous, dans votre demande, vous insérez donc le champ lexical qui montre que vous êtes expert dans ce domaine, là, il va vous placer un peu plus haut. C'est-à-dire qu'il va vous fournir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai challenge en ce moment. Parce que, alors on dit beaucoup que le challenge jusqu'ici, c'était de savoir, et c'est grave ce qui est dit, le challenge jusqu'ici, c'était de savoir. Maintenant, le challenge, c'est de savoir comment demander. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le challenge, il est de savoir utiliser l'intelligence artificielle générative, en tirer le meilleur parti, mais surtout avoir un temps pour continuer à développer ses connaissances et ses compétences. Alors moi je pourrais juste aussi rajouter assez vite quelque chose. Bon, déjà sur la toute première question, juste un petit tic technique. Si on remplace les exercices par des QCM, ce ne sera pas corrigé par de l'IA, mais juste par un programme informatique qui pourra le faire. Et il faut bien savoir que pour la plupart des utilisations, on utilise encore juste des programmes informatiques classiques et on n'a pas tout le temps besoin de mettre de l'IA. Merci Loris. Alors, autre intervenant.
Je ne pensais pas pouvoir venir ici, du moins je ne pensais pas qu'il y aurait eu un tel événement. Ce fut un pur fruit du hasard, mais je suis satisfait parce que j'ai beaucoup appris. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Merci à vous. Donc j'ai une seule question et elle va beaucoup plus à l'endroit de M. Bello. Dans l'une de ses interventions en rapport avec l'IA et le métier, il a eu à dire qu'il n'est pas possible, en tout cas pour le moment, que l'IA remplace certains métiers. Ce qui laisse à croire que d'ici quelques années, ou d'ici quelques mois, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Lorsque je prends le métier, lorsque je prends les caissiers, les comptables, les traducteurs, quand on regarde un peu les progrès que l'intelligence artificielle est en train de faire aujourd'hui, les programmes informatiques qui se développent, qu'adviendra-t-il de ces métiers à l'avenir? Dans quel contexte africain? Dans le contexte africain, bon, oui, particulièrement africain. Franchement, c'est vrai que le risque, il existe. Et il est plus alarmant au niveau de l'étranger. Il est plus alarmant ailleurs qu'ici. Mais je pense qu'en Afrique, il reste encore du temps. Il reste du temps. Le retard va prendre encore quelques années déjà pour que je ne pense pas qu'on suive toutes les IA qui viennent de là-bas. L'idée serait, comme Loris l'a dit, que des leaders africains qui ont les connaissances viennent développer des IA propres à notre contexte. Loris, c'est pas tout de suite. Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis satisfait. Merci beaucoup. Une autre intervention, dernière intervention. Oui, dans cette rangée, ça peut aller. Alors, après, nous passons ici. Je me présente. Oui, allez-y. Je suis Firmé Assoba. Je suis biologiste en formation. Alors, ma question, nous voyons que au fur et à mesure que la génération évolue, il y a certaines régressions que nous observons, surtout sur le plan psychologique. Et cela affecte quand même l'éducation. Quand nous observons, quand nous faisons recours à nos aïeux, nous voyons aujourd'hui la génération actuelle, il y a l'éducation quand même qui est déformée d'une certaine manière. Et j'aimerais savoir, avec l'évolution actuelle de l'intelligence artificielle, quel est l'inconvénient que cela pourrait générer sur la nouvelle génération et quelles sont les perspectives que nous pouvons avoir pour pouvoir conserver quand même la vie de cette dernière. Et quel est aussi l'impact des IA sur notre culture? Parce que quand nous prenons l'IA aujourd'hui, vraiment, je dirais pratiquement tous veulent dépendre de l'IA. Alors que c'est nous qui sommes réellement appelés à contrôler ces choses. Merci. Alors je peux commencer en tout cas sur la première partie, peut-être que je te laisserai Daïl sur la partie plus culture, mais c'est vrai qu'au niveau éducation les choses changent, mais on peut se dire aussi que les objectifs de chaque personne aussi changent. Par exemple, il y a peut-être un siècle ou moins, et on pouvait former en mathématiques des gens à faire on pouvait former des calculateurs humains, des gens qui faisaient de tête des multiplications, des divisions extrêmement rapidement. Aujourd'hui, avec les calculatrices, on n'a plus besoin de ça. Donc, on peut se dire qu'il y a des compétences qui ont été perdues, des compétences de calcul mental qui ont été perdues, mais pour autant, est-ce que... Alors, oui, c'est une perte, mais est-ce que le fait d'avoir des outils qui nous permettent de faire ces mêmes choses plus rapidement avec moins d'erreurs, est-ce que c'est réel, et d'avoir appris à maîtriser ces outils-là, est-ce que c'est réellement une perte de compétences ou est-ce qu'on l'a juste mise sur les outils? Alors, c'est une question extrêmement importante, effectivement, parce qu'il y a un risque aussi, beaucoup plus subtil, qu'on ne voit pas forcément quand on discute avec ChatGPT, par exemple, au quotidien, mais il y a un risque de standardisation de la pensée. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a été formée avec un certain nombre de données. Ces données font partie des données existantes.
si le monde entier interagit avec ChatGPT, donc on obtient à peu près les mêmes types de réponses, et on perd un petit peu ce qui fait de nous des êtres humains, je pense. Après, je dramatise peut-être un petit peu, mais je crois que ChatGPT n'a pas été formé avec par exemple, les expériences qu'on a pu avoir dans nos vies, des choses qu'on a pu... parce que tout ce qui a été documenté a été transmis ou presque. Donc oui, ta question elle est pertinente et c'est hyper important aussi c'est pour ça on parlait de souveraineté de l'intelligence artificielle en Afrique. Moi je pense que l'Afrique doit s'approprier l'intelligence artificielle selon ses besoins, sa culture, ses objectifs. Mais aujourd'hui, on n'est pas forcément dans ça. On prend des technologies qui viennent de l'Occident et on les utilise. Est-ce qu'elles sont adaptées à nous? Pas forcément, mais on n'y pense pas. La question est tellement dense et intéressante, mais on devra passer de ce côté. Oui, monsieur, venez. Moi, mon intervention, c'est en quoi l'IA peut aider tous les étudiants du campus à avoir du boulot systématiquement dès qu'ils sortent. Pas juste une élite, pas juste qu'on va utiliser l'IA pour que les meilleurs puissent trouver, les meilleurs utilisateurs de l'IA puissent trouver du boulot. Nous sommes dans une amphithéâtre de 2000 personnes. Bon, de toutes les façons, il y a combien d'étudiants sur le campus? Je vais avancer un chiffre comme ça. On a peut-être 500 000 étudiants au Bénin. Les 500 000 étudiants au Bénin, en quoi l'IA peut permettre à ce que, dans 3 ans, tous les 500 000 aient du boulot? L'IA, déjà, dans l'éducation, ça va permettre de développer des projets aussi et voir comment finalement une personne à l'école, à l'université peut très simplement développer des prototypes de projets. Et ça peut être un élément de motivation où on tournera des cours qui seront potentiellement moins sur la théorie et plus sur de la pratique et développer ses propres projets. Merci Loris. Oui, allez-y. Ma question c'est de savoir si en réalité cette intelligence artificielle dont on a si peur, est-ce qu'elle ne peut pas participer à notre éducation? Je me demande, est-ce que je ne peux pas l'utiliser pour apprendre à programmer? Tu peux utiliser effectivement l'intelligence artificielle pour te former. En réalité, tu peux avoir n'importe quel type d'utilisation avec l'intelligence artificielle. Certains l'utilisent pour apprendre l'anglais, d'autres l'utilisent pour apprendre à coder. Ça peut être un très très bon professeur à partir du moment où tu comprends un peu comment interagir avec elle. Donc oui, tu peux te former avec l'IA aujourd'hui. Maintenant, il faut commencer avec les moyens du bord. Moi, je suis entrepreneur, mais avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, j'avais pas d'argent pour me former, j'ai acheté un livre. Le livre, donc j'ai implémenté les premières stratégies. Ça a fonctionné, j'ai eu un peu d'argent, j'ai racheté une formation un peu plus chère. En fait, il faut vraiment pas être dans un fatalisme, c'est pas ton cas, hein, mais être dans un fatalisme, on se dit ouais, j'ai pas d'argent donc je ne peux rien faire. Tu n'as pas d'argent, demande-toi plutôt qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est à ma disposition. Tiens, il y a une bibliothèque, je vais aller chercher des livres et je vais apprendre. Maintenant, pour répondre tout à l'heure à la question sur une fois que je sors diplômé, avec un diplôme sur l'IA, est-ce que je trouve pas de travail au Bénin? Ok, aujourd'hui le monde est ouvert, on peut travailler au niveau international. Il y a des plateformes de freelancing, de travailleurs indépendants dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Mais si vous le faites, il ne faut pas le faire en tant que je suis quelqu'un du Bénin qui s'inscrit modestement. Non, j'ai les compétences, j'ai ça à proposer et vraiment avoir confiance dans la façon de se présenter. Parce que j'en ai parlé aussi à plusieurs reprises cette semaine, il y a un élément clé et qui fait référence aussi à la célébrité dont on parlait tout à l'heure. Il y a un élément clé aujourd'hui. Vous faites beaucoup de choses au quotidien, même pendant vos études. Il faut documenter toutes ces choses-là sur Internet, ne serait-ce que pour avoir une sorte de marketing de soi. Et demain, non seulement ça va renforcer votre confiance à vous, mais en même temps, ça va renforcer la confiance des personnes qui pourraient être amenées à travailler avec vous. Du coup, je peux finir ça avec un petit mot quand même, aussi pour revenir sur ça et un peu avant. Oui, quand on dit que justement les jeunes ne sont plus motivés, on voit là, on a un exemple, et avec l'ensemble de l'EIA, j'ai du mal à le croire quand même, parce qu'il y a plein de projets, il y a plein d'idées, il y a plein d'énergie tous les jours à l'EIA en tout cas, et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de personnes très motivées pour faire des mathématiques, pour faire de la programmation ici au Bénin et en Afrique en général. Alors, est-ce que vous pouvez ovationner pour nous, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Merci à chacun de nos panélistes. Je voudrais vous demander de bien vouloir nous donner des conseils, nous qui sommes intéressés par l'IA ou ceux qui ne le sont pas encore. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour qu'ils rejoignent? Et le mot de clôture en même temps. Oui. Voilà.
Oui, alors bon, j'ai l'impression quand même beaucoup de gens sont quand même intéressés pour être venus ici et avoir une salle pleine. Donc on a beaucoup de gens très intéressés. Donc les conseils, oui, c'est ça, c'est de se renseigner. Là, on a vu qu'il y avait aussi plein de livres qui sont assez divers sur la partie plus sociale, sur comment plus sur de la vulgarisation, plus sur des domaines plus pointus. Donc ici, dans les bibliothèques, il y a largement de quoi faire pour s'intéresser, voir quelles problématiques on peut traiter avec l'IA, mais vraiment l'IA de façon générale, l'optimisation, juste des régressions linéaires, plein de choses comme ça, avec des outils qui peuvent paraître simples et beaucoup moins éclatants qu'un chatbot à qui on pose des questions, mais qui sont beaucoup plus efficaces pour des tâches données. Donc c'est très important à voir ça, qu'il y a plein d'outils, plein de choses à faire. Et ici, j'ai l'impression qu'à Bénin Excellence, vous avez largement de quoi vous former là-dessus. Et pour finir, donc moi en tout cas à l'EIA, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'énergie et plein de jeunes qui sont très motivés. Donc il y a tout ce que je disais avant, les graines sont semées et il faut maintenant laisser tout ça fleurir. Les graines sont semées. Merci à vous, Loris. Est-ce qu'on peut ovationner, s'il vous plaît, pour Loris? Alors, Saïd? Le mot de la fin? Oui, et des conseils également. Surtout les conseils pour gagner de l'argent. Pour avoir beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est très difficile de donner des conseils assez généralistes, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'IA, c'est vaste. Il y a effectivement le côté mathématique, technique, etc. Il y a le côté juste conversationnel. Dans tous les cas, il faut essayer de trouver, si c'est un sujet qui vous intéresse, le domaine qui correspond le mieux à vos objectifs à vous. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment, je réinsiste là-dessus, le conseil que je vais vous donner, c'est d'arrêter de vous regarder comme des personnes qui, voilà, on est en Afrique, c'est difficile, etc. C'est vrai que c'est difficile, il y a une réalité. Mais je peux vous assurer que les personnes, moi, que j'ai rencontrées parmi vous à l'EIA, le niveau, le potentiel, le niveau de sincérité, d'humanité que j'ai vu, j'ai vu ça nulle part ailleurs. C'est une force. Il faut que vous en preniez conscience. Et parfois, c'est bien aussi que des personnes extérieures viennent le rappeler. En tout cas, voilà, moi, je suis je garde espoir. Je sais que je vois la progression de l'Afrique et si je peux y contribuer d'une façon ou d'une autre, je le ferai avec grand plaisir. Alors, Dalil? Pour ajouter des conseils, je répéterai ce que vous avez dit probablement parce que je pense que l'essentiel a été dit. Donc c'est déjà rester plus motivé, s'ouvrir au fait que l'IA vient nous apporter quand même un avantage comparatif par rapport à il y a quelques années où c'était plus dur de pouvoir s'élever en termes de compétences. Donc voilà un peu pour finir. Courage. C'est vrai que les réalités africaines sont un peu dures. Mais il faut quand même avoir une force de motivation et normalement ça devrait aller avec le temps. Il faut avoir une force de motivation, c'est très important. Merci donc à vous, chers panélistes. Alors Vania, tu as quelque chose à dire avant la clôture définitive? Alors, moi je tiens encore à remercier Madame Larissa pour l'invitation. Je remercie Bénin Excellence pour cette initiative. Je pense que cet échange que nous avons eu nous a apporté quelque chose d'important. Nous ne repartirons pas comme nous sommes venus et j'espère que chacun de nous de son côté va continuer les réflexions et qu'il y aura encore d'autres panels de discussion comme cela qui vont nous enrichir davantage. Merci à chacun de vous et à très vite. Merci à chacun de vous. Et comme les panélistes ont su bien le dire, l'IA nous aide à améliorer ce que nous faisons. Et donc nous devons éviter de nous morfondre, de nous victimiser et plutôt de voir ce qu'il y a de bon en l'IA. C'est très important. Aujourd'hui, pour que l'enseignement de l'IA prenne véritablement, il y a beaucoup de facteurs dont on a parlé tout à l'heure, parmi lesquels il y a l'Internet, des enseignants qualifiés dont on a également besoin de beaucoup d'autres aspects. C'était tout pour ce numéro de votre magazine préféré, l'invité, numéro spécial EIA. Nous disons merci à nos panélistes pour le temps à nous consacrer. Merci au charmant public. Merci à toute l'équipe d'organisation du magazine L'invité. Merci
à nos dirigeants de l'ONG Bénexcellence et de la Fondation Vallée. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci.